Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontres hors du commun. Et aujourd'hui c'est une rencontre très spéciale car j'ai le plaisir d'accueillir Luc Arbogast. Alors cet enregistrement a été réalisé en juin 2016 à la suite du concert que Luc Arbogast a donné à Verneuil-sur-Avre dans l'Eure. Donc effectivement, un certain nombre d'informations vont être un petit peu décalées. J'ai mis un petit peu de temps à faire le montage de cette vidéo, entre autres pour des raisons techniques. Et voilà, ça méritait quand même qu'elle soit en ligne. Donc bonjour Luc Arbogast, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors ça y est, tu es bien rentré de Verneuil-sur-Avre en Auvergne, hein, c'est ça, tu es en Auvergne? Ouais, voilà. Une semaine de repos avant le départ en Alsace demain. Voilà. Une semaine de pluie, évidemment, comme partout en France. T'as vu. Donc écoute Luc, moi je suis heureux de pouvoir t'accueillir aujourd'hui dans cette émission qui s'appelle Rencontres hors du commun. L'objectif, si tu veux, par rapport à mes invités, c'est un petit peu de savoir quelles ont été leurs propres expériences par rapport à tout ce qui est invisible. Donc ça peut être des rencontres paranormales, des rencontres ufologiques avec des êtres de la nature, des esprits, voilà, et que sais-je encore. Et donc pour entrer directement dans le vif du sujet, est-ce que toi tu as eu déjà des expériences voilà, un petit peu particulières dans ta vie? Alors, si tu veux, oui, alors moi, ce qu'on appelle paranormal me concernant, c'est presque quelque chose d'assez normal finalement, qu'il faut intégrer au monde actuel. Comme divers éléments, quoi. Si tu veux, il y a le temps qui fait, le temps qui passe, la prémonition, ce genre de choses. Donc, en fait, finalement, c'est plus vraiment paranormal. Ça reste métaphysique, parce que c'est pas explicable physiquement, mais c'est pour moi le paranormal, c'est quelque chose finalement qu'il faut apprivoiser, qui fait partie de l'humain. Je crois juste qu'on s'en rend de plus en plus compte parce que notre esprit s'éveille, quoi. Qu'il faut composer avec. Alors, si tu veux, moi de mon point de vue, voilà, j'ai effectivement au départ un appétit pour ces énergies en découverte, hein, appelons ça comme ça, qui peuvent se manifester sous différentes formes, mais comme le disait très joliment François Mitterrand, je crois au pouvoir de l'esprit, et voilà, pour introduire, si tu veux, la longue discussion qui va s'en suivre, le pouvoir de l'esprit, c'est quand même, à mon avis, 90% de ce qui nous arrive et de ce qu'on en fait. Voilà. Voilà. Pour commencer. Oui, donc alors c'est vrai que quand on te voit, tu as un look quand même un petit peu particulier, hein, qui me va d'ailleurs très très bien, parce que tu sais que je suis passionné d'histoire médiévale et de jeux de rôle en grandeur nature, donc dès que je peux enfiler une armure de cuir, moi ça me va très très bien. D'ailleurs, si tu pouvais me donner le nom de ton bottier, ça m'arrangerait. Ah non, toujours pas, non. Toujours pas. Donc c'est vrai que lorsqu'on te voit, on a l'impression que tu sors tout droit d'un des contes de Pierre Dubois, la grande encyclopédie des elfes, ou même de Tolkien, un petit peu à la Tom Bombadil. Donc on a l'impression que ben voilà, tu côtoies les elfes, les fées, les gnomes dans ton quotidien. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il en est réellement? Bah, si tu veux, étant enfant, j'ai beaucoup été livré à moi-même dans les moments de repos et les moments de loisirs. C'est vrai qu'il m'arrivait de sécher les cours pour aller me balader en forêt, énormément de feux, tu vois, quand tu es ado, tu fais des feux comme ça, pour être au plus proche de la nature, et avec l'élément feu est très, très fédérateur, tu vois, quand tu fais un feu de camp, que ce soit chez les manouches, que ce soit chez les gens qui font de la country, ou on imagine bien un clan irlandais autour du feu, ça c'est très fédérateur, et donc j'ai été bercé avec ça. J'ai eu la chance d'avoir un frère, si tu veux, qui m'a ouvert un peu la voie, qui est de 5 ans mon aîné, et puis qui s'intéressait aussi beaucoup à ça, qui vivait dans une cabane en pleine montagne, tout seul, et avec la peau de bête et tout, quoi, tu vois. Et c'est vrai que voilà, je me suis j'ai un peu marché dans ses traces pendant pas mal de temps, et c'est lui qui m'a fait découvrir des musiques inspirantes comme justement Castellinis, Ange, Malicorne. Voilà, c'est à lui que je dois ces découvertes. Ensuite, j'ai longtemps marché
Moi, je pense que la marche a quelque chose de fabuleux d'un point de vue de l'introspection, de par le côté pendulaire, répétitif, introspectif, et puis la solitude aussi nous permet vraiment de développer des choses. Mais moi, je crois que d'un point de vue personnel, je crois qu'il y a des gens qui naissent avec une espèce de sensibilité, plus ou moins développée, qui leur permet, si tu veux, de rentrer dans des liens de médiumnité ou de soins ou de. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est une hypersensibilité qui peut être douloureuse, hein, pendant l'adolescence, pendant l'enfance. On se dit tiens, mais je savais que ça allait se passer. Et voilà. Alors moi, je mets ça sur le compte de plusieurs choses. D'abord, on a des descendances. Enfin, on est de descendance. On a du sang tzigane en fait. Moi, j'ai un huitième de sang en manouche en fait, tzigane, dans mes veines, ainsi que mes frères. Et donc toutes ces superstitions, et puis cette forme de foi qui va avec aussi. Mais je pense aussi que ça arrive. Les gens développent une sorte de médiumnité aussi au moment où ils se prennent des chocs émotionnels ou physiques. Hein, souvent lié à un traumatisme crânien, ce genre de choses. Et en fait, ça a été mon cas. J'ai eu pas mal d'accidents étant enfant, des chocs traumatiques physiques. Et c'est vrai qu'il est possible que j'ai développé ça, tu vois. Quand j'étais petit, il m'arrivait de dire, tiens, il va y avoir un accident là. Et 3 secondes après, pouf, l'accident arrivait, tu vois. Ça, une forme de prémonition. Ouais, prémonition immédiate au début. Et puis, plus les années passent, et plus ça devient précis, et plus ça s'explique finalement avec le temps. Voilà. Mais c'est vrai que je suis très content de ce travail qu'on va mettre ensemble en place, parce que ça me permet aussi de m'exprimer sur ce point qui est tenu secret depuis des années. Autre anecdote très intéressante, si tu veux, je faisais un trajet en fait, si tu veux, entre Toulouse et Strasbourg avec un ami à moi qui était jongleur de feu, et je me suis arrêté à l'abbaye de Cîteaux avec mon camping-car pour pique-niquer. Puis finalement, tu vois, je suis allé me recueillir dans la crypte, dans le transept. Et je trouvais qu'il y avait une ambiance un petit peu étrange, un peu lourde. Et puis finalement, il y a beaucoup de colonnes à Cîteaux, et je voyais pas trop ce qui se passait dans cette église. Puis finalement, j'ai penché un peu la tête et j'ai vu qu'il y avait une paire de pieds. Et finalement, j'ai vu les pieds d'un moine, si tu veux, qui était décédé et qui était exposé devant le Saint-Sacrement. Et donc des gens étaient là pour prier, pour le veiller, quoi. Puis bon, je suis sorti ensuite de cette abbaye et je suis allé rejoindre la boutique du monastère. On m'a dit oui, c'est le frère Martin qui est décédé, il est très âgé, il a beaucoup souffert, machin. Et finalement, tu vois, j'ai repris la route ensuite pour aller à Strasbourg. Et puis, bon, alors ça, les gens n'y croient pas, mais en fait, on arrive de toute façon dans une ère où on peut prédire ce qu'on veut maintenant. Les gens qui n'y croient pas, ça a finalement peu d'importance. Certains se protègent de tout ça. Donc, et puis, j'ai commencé à avoir, si tu veux, des maux de tête et puis une espèce de poids vraiment sur la tête, l'œil droit qui se fermait un petit peu, très irritable, là. Et puis, c'était ma première expérience d'entité, notamment. Enfin, consciente, quoi, c'est ce que j'ai remarqué. Puis, en arrivant à Strasbourg, il y a un petit papy qui m'a trouvé en pleine rue et j'étais pas du tout en tenue médiévale ou quoi, hein, j'étais vraiment high life, on sort du camion, tu vois, un peu stone mais entier, quoi. Pas en représentation, rien. Et il m'a dit, écoutez, ça va, vous voyagez beaucoup? J'ai dit ouais. Et ouais, vous aimez bien les églises? J'ai dit oui, bien sûr. Oui, vous avez vu laquelle alors là? Je dis on était à Cîteaux. Ah, puis qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai dit putain, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils me veulent, papy? Et puis, j'ai dit, mais tiens, mais très innocemment, quoi, hein, un petit papier assez lumineux, tu vois. Et je lui ai dit, on était à Cîteaux, puis oui, il y avait un frère qui était décédé, puis il me dit, ouais, alors, juste un détail, en fait, bon, là, il est avec vous, en fait, quoi, il est là, dans votre corps éthérique, hein. Donc, je dis, je me sens pas bien, justement, c'est bizarre. Et puis, si tu veux, il m'a fait un soin rapide en pleine rue, sans se donner en spectacle, pas du tout prosélyte, pas du tout de visibilité. Je crois même que personne nous a vus. Puis il m'a dit, mais de toute façon, à 8 heures, tu seras au lit, tu te couches et puis tu auras mal à la tête un petit peu le temps que ça s'en aille. Et moi, si tu veux, j'étais bien décidé à aller jouer une partie de fléchette au Club Nelson à Strasbourg, mais à 8 heures, je peux te dire que j'étais au lit et je dormais. Et si tu veux, cette personne que j'ai rencontrée, donc c'est Roger Marion, qui est un magnétiseur et géobiologue, qui vit dans la Drôme, avec qui je travaille du coup depuis quelques années. Et c'est vrai que il m'arrive fréquemment, comme ça, surtout quand je fais des concerts en église ou dans des endroits qui sont chargés, d'un point de vue tellurique ou d'un point de vue entité, rémanence, il m'arrive de ramasser, ce qu'on appelle ramasser, c'est-à-dire de canaliser des entités, d'en choper 2, 3, 4, j'arrive à les dénombrer, et pour les autres, en fait, j'arrive à les enlever chez les autres. Alors montrer le chemin, parce que simplement elles sont perdues en route, hein, elles se mettent là où potentiellement elles peuvent se sentir vivantes, c'est-à-dire des gens qui souffrent,
ou qui sont seuls, ou qui ont des soucis. Par contre, j'arrive pas sur moi, donc c'est mon ami Roger Marion qui me les enlève sur moi quand il y en a. Mais c'est vrai que souvent, les personnes qui ont des dons comme toi, qui ont les capacités d'enlever les entités ou de guérir les autres, ils ont du mal à le faire sur soi-même, de faire de l'auto-guérison, et donc obligé de passer par une tierce personne. Le cordonnier qui est le plus mal chaussé, c'est souvent comme ça. Bon, alors si tu veux, c'est délicat. Alors, si tu veux, entre-temps, moi, j'ai pris conscience de cette possibilité. Je sais qu'il y a aussi des choses pour éviter que ça arrive. Mais je crois aussi que, si tu veux, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est les entités, je ne sais pas si c'est fréquent, pour moi, c'est tout simplement des âmes qui n'ont pas trouvé le chemin vers l'absolu, vers l'éternité, et si tu veux, qui sont un peu coincés dans le labyrinthe des âmes. Hein, et qui vont décider de tenter une réincarnation quelque part, donc s'agglutiner au corps éthérique d'une personne, ou ça peut être d'un chat, ou ça peut être d'un objet, ou ça peut être d'un lieu, et dans le but, si tu veux, de se sentir vraiment vivant. Donc la plupart du temps, en fait, quand c'est quelque chose de joyeux, c'est pas très intéressant pour une entité. On se rappelle plus, si tu veux, nous, dans notre incarnation en tant qu'humain, j'ai l'impression qu'on se rappelle plus de nos soucis qui impactent vraiment notre émotionnel. Les bonheurs, finalement, on s'en rappelle, tiens, la naissance d'un enfant, le jour du baptême, quand il y avait tonton Robert qui était là, voilà, c'est des bonheurs, mais on les oublie. Les douleurs nous marquent plus, et je pense que, d'un point de vue d'une entité, l'essentiel, c'est de vivre intensément. Donc il n'est pas étonnant parfois que des personnes parfaitement saines d'esprit commencent à se sentir mal, commencent à avoir des réactions un peu agressives, ou de tension, commencent à perdre un peu leurs moyens physiques, logistiques et tout, parce que l'entité qui est sur elle, là où les entités qui ont pris possession finalement de leur corps éthérique, ont besoin de se sentir, si tu veux, intensément vivre, quoi. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Si tu veux mon point de vue, il y a pas mal de gens dans les hôpitaux psychiatriques qui sont parfaitement sains d'esprit, mais qui sont bourrés d'entités. C'est mon point de vue, parce que j'ai vu des cas d'entités où les personnes étaient parfaitement saines, ont commencé à avoir des réactions complètement irrationnelles, pour finalement être débarrassés de ces entités, souvent en grand nombre. Hein, il y a des enfants aussi on pense qu'ils sont autistes ou Asperger, mais que finalement ils sont juste des entités. Et puis une fois qu'ils sont débarrassés de ça, ils se retrouvent dans l'apaisement et dans la lucidité. Voilà. Mais ça fait partie des choses naturelles, tu vois, comme le rythme des saisons. Et voilà. Si tu veux, sur Terre, aujourd'hui, je ne sais pas combien d'humains vivants on est. Allez, 7 milliards et des brouettes 7 milliards. Bon, ça fait combien d'êtres humains qui sont passés sur Terre? Oh, c'était calculé, ça en fait plusieurs centaines de milliards. 107, 110 milliards. Voilà. Donc imagine le nombre d'âmes, si tu veux, qui ont quitté les corps, à condition qu'on croit à l'âme, évidemment. Hein. Bien sûr. Moi, je dis qu'il ne faut pas croire, il faut savoir. Je préfère savoir. C'est une quantité astronomique, si tu veux, d'âmes qui sont passées sur le spectre terrien. Hein. Donc, c'est possible qu'il y en a qui se retrouvent coincés, c'est tout à fait logique. Oui, tout à fait. Mais alors après, selon les théories de la réincarnation, hein, une âme peut, et voire doit se réincarner plusieurs milliers de fois pour pouvoir parfaire son cycle de vie. Donc voilà, ça peut expliquer effectivement le nombre important, mais ça en fait quand même un paquet. Si on prend l'enseignement de Neil Donald Walsh là, dans les conversations avec Dieu, alors certains disent que c'est un usurpateur, d'autres disent que c'est peut-être tout à fait vrai. L'essentiel, c'est, si tu veux, de vérifier ce qui est utile ou pas de croire. Et je crois que simplement l'âme, elle fait ce qu'on lui propose de faire en fonction de nos croyances, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui, à mon avis, quelqu'un qui pense à la vie éternelle après la mort ou la réincarnation dans un autre être humain, je pense que tout simplement l'âme a cette capacité de volonté propre et d'extrême rapidité à la vitesse de la volonté, mais aussi, si tu veux, il y a une préparation culturelle. Selon si les personnes, il y a des âmes qui sont malades, quoi. Il faut comprendre qu'il y a une charge de culpabilité. Quelqu'un qui meurt, plus on pense à quelqu'un qui vient de décéder dans le regret, plus finalement on retient cette âme-là. Oui, c'est tout à fait ça. Alors tu disais que tu attrapais facilement des entités quand tu étais dans une église, mais moi je voulais savoir si finalement c'était lorsque tu chantais dans une église où tu deviens beaucoup plus attractif, magnétique pour ces entités-là, ou juste le fait de te promener dans une église, ça suffit pour les attirer à toi.
Alors, je dirais que c'est pas la même politique. La politique numéro un me concernant, c'est évidemment le fait de chanter. Parce que bon, d'abord, d'un point de vue géographique, dans une église, l'endroit où je me place pour faire un concert, c'est d'abord visible de tous. Et malheureusement, les sanctuaires étant consacrés, en principe, j'ai pas le droit de monter dessus moi, parce que je ne suis pas ni moine, ni clerc, ni voilà. Donc je me mets à un endroit stratégique qui n'est autre que l'endroit qu'on appelle aujourd'hui la pierre des morts, et si tu veux, qui est travaillé par l'Église et par le chapitre pour être psychopompe et amener, si tu veux, l'âme à quitter le corps et avec bénédiction. L'endroit, en gros, où on met le cercueil pendant les enterrements. Donc quand tu te mets là pendant 2 heures de spectacle, je peux t'assurer que tu le sens passer, parce que d'un point de vue tellurique et psychologique, ça joue beaucoup. Mais il y a aussi, il faut rajouter à ça, les formes pensées du public. Hein, ce que le public attend de toi, ce que tu projettes comme image, et cette charge émotionnelle qui fait en sorte que ça peut aussi t'atteindre, parce que les gens tout simplement projettent sur toi. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, quand je chante, j'essaie vraiment d'ouvrir au maximum, si tu veux, ma colonne d'énergie, enfin, voilà, une forme de kundalini, notamment au niveau du chakra coronal. Et c'est vrai que là, on ne peut pas filtrer ce qui rentre ou ce qui ne rentre pas. Surtout que je chante dans une langue particulière, qui est une langue qui est très spontanée et qui est une langue inspirante et inspirée. C'est très dur de filtrer ce qui peut passer par là. Après, moi, je me considère comme quelqu'un qui essaie de voyager dans la lumière, donc il est quand même assez rare, ou voire impossible, que ce soit des forces négatives qui se manifestent dans le chant. Hein. L'Église étant consacrée aussi. Oui, bien sûr. Mais non, moi, il m'arrive le plus fréquemment de ramasser, et ça c'est un peu plus bâtard, je dirais. Je vais aller faire un marché aux puces, une brocante, je vais chez Emmaüs acheter un truc, et il y a des gens qui peuvent vivre pendant des années avec un instrument de musique ou une paire de chaussures qu'ils ont acheté d'occasion. Moi, si la paire de chaussures en question, j'en achète pas chez Emmaüs, mais ou le bâton de marche ou le tableau est chargé d'entités, c'est immédiat, je le sens. Non seulement je le sens, mais je le prends immédiatement en pleine gueule, quoi. Donc et donc je fais nettoyer ces objets par mon ami Roger. Mais ça peut arriver. Moi, j'ai acheté une 203 Peugeot un jour, et ben j'étais jamais bien dedans. Tu te rappelles du film Christine de Stephen King? Bon, ça allait pas jusqu'à là, mais la voiture avait son propre caractère. Si tu veux, quand tu rentrais dedans, tu sais pas vraiment où t'allais aller. C'est une voiture qui était très chargée et tout. Et en fait, je l'ai fait nettoyer par Roger Marion. Et donc, c'est un véhicule non seulement qui avait des entités, mais qui avait aussi des rémanences avec une vibration de dépravation. Une voiture de 1952. D'accord. Que j'ai fait nettoyer, puis finalement, tout est rentré dans l'ordre. Alors, je sais que les gens peuvent trouver ça complètement débile, curieux. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils font un film, tu sais, un peu comme l'espèce de gourous qu'on voit des fois à la télé, là, qui font des trucs sur les rêves et tout. C'est vrai que ça peut paraître ridicule, mais j'ai des preuves, ça me fait plaisir d'en parler. Mais tu sais, moi, à la base, je suis issu d'une formation scientifique, et malgré tout, je pars du principe que tout est possible. Voilà, il n'y a pas de raison de condamner ou d'accepter d'ailleurs les yeux fermés un état de fait. Et tout est possible, mais c'est à chacun d'expérimenter par soi-même la réalité de cette chose. Et donc on s'aperçoit par l'expérimentation que effectivement il y a soit beaucoup de témoignages, soit beaucoup de faits réels, soit des preuves directes qui vont te permettre de faire basculer ton raisonnement en disant oui, mais ça c'est vérifiable, et puis d'autres choses qui vont te permettre de dire non, ça c'est complètement faux, on peut le mettre à la poubelle. Voilà. Et je pense que de plus en plus de personnes s'ouvrent à tous ces sujets. D'ailleurs, si tu regardes bien autour de toi, et si on regarde nous, chacun autour de nous, nous avons forcément quelqu'un qui a forcément eu une expérience particulière dans sa vie, que ça soit à n'importe quel niveau. Voilà. À un moment donné, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Ouais, bien sûr. Et tu vois, par exemple, c'est très curieux. Moi, je me rappelle avoir amené mon manager
je prends pour quelqu'un au départ de très cartésien dans un magasin de lithothérapie, hein, chez un ami qui bosse en lithothérapie. Et je lui dis, tiens, il faudrait que tu essayes telle pierre, donc en l'occurrence une petite serpentine. Je lui dis, tiens, travaille avec ça. Je ne veux pas rentrer dans trop d'explications lithothérapie, hein, voilà, tiens, restons raisonnables, sinon on va y passer 2 heures. Et en fait, voilà, il rentre avec la pierre à la maison, puis au bout de quelques jours, il m'appelle et il me dit, mais écoute, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien. Et je dis, ah, bah, écoute, c'est peut-être tout simplement la pierre que tu portes autour du cou qui est en train de travailler, quoi. Je dis, regarde dans quel état elle est. En fait, si tu veux, la serpentine était absolument neuve quand il l'a achetée. Il l'a regardée, il l'a observée, elle était fendue et ternie et oxydée. C'est-à-dire, en fait, elle était morte. Elle avait fait son boulot. Et je lui dis, maintenant tu l'enlèves. Et quand il l'a enlevée, elle s'est totalement effritée. Et en fait, il l'a retirée et 5 minutes, 10 minutes après, il a retrouvé non seulement son confort qu'il avait juste avant, mais un confort qu'il avait perdu depuis des mois, parce qu'il y a des choses qu'il travaillait. Donc ça, tu vois, c'est pas vraiment explicable physiquement, encore que. Mais effectivement, ton exemple est juste du cartésianisme et quelque part de cette forme. On appelle ça de la magie, de la superstition, mais en fait, ce que j'ai dit depuis le début, c'est tout ça fait partie de l'humain. Tu vois, aujourd'hui, la forme pensée négative peut se cristalliser. La bénédiction peut se cristalliser. Se cristalliser. Et ce que les gens projettent sur eux-mêmes aussi, leur manière de voir la vie. Il est très intéressant, par exemple, dans ce genre de cas, de s'intéresser à des gens comme les enseignements de Elam Saro, par exemple, qui est très intéressant, ou David Comsi, en fait, pour faire un petit profil sur la préparation mentale des gens par rapport à leur vie. Parce que ce qu'on a, la forme affirmée, quoi. Quelqu'un qui va dire oh, je me fais chier, ma vie c'est de la merde, ben, y a des chances que sa vie continue à être pareille, puisque l'univers fonctionne comme ça. Il dit toujours oui, d'accord, ta vie c'est de la merde. Si tu dis ah, je me prépare à un grand bonheur, ok, tu te prépares à un grand bonheur. Hein, c'est l'autosuggestion, quoi, tu vois. Oui, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on n'est plus vraiment dans de l'autosuggestion, là, mais dans ce que j'appelle la loi de la résonance, ou ce que d'autres appellent la loi d'attraction. C'est à peu près le même phénomène. D'ailleurs, le cartésien, le véritable cartésien, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne va pas rejeter tous ces phénomènes-là en bloc, il va d'abord l'étudier, l'expérimenter, et ensuite, il se forgera sa propre opinion. Et au final, c'est un petit peu ce qui arrive à ton ami, c'est un très très bon exemple avec la serpentine, qui se désagrège au bout de 2-3 jours, son état qui s'améliore. Bah, c'est vrai que même si tu es cartésien, même si tu crois pas au pouvoir des pierres, il y a de quoi se poser des questions. Et il est possible que c'est remis en cause un certain nombre de ces paradigmes. Finalement, c'est très surprenant, parce qu'en fait, il est devenu cartésien, et c'est ça a pris plus tard, il est devenu cartésien, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas. Il est devenu cartésien parce qu'en fait, en réalité, il avait eu une expérience parapsychologique particulière et qu'il a tout simplement fermé les portes pour se protéger, mais comme beaucoup d'autres gens. Et ça, je ne sais pas si ça c'est bien d'en parler parce que c'est comme sa vie privée, je ne sais pas si c'est un peu maladroit, mais en tout cas, l'univers tel qu'il est fait en sorte que les gens qui croient à quelque chose, qui ont assisté à quelque chose, tout simplement vont refermer leurs portes, parce que ça leur paraît complètement hallucinant et que le cartésianisme est la meilleure protection possible dans l'immédiat. Parce que sinon, ce serait trop long à interpréter. Oui, c'est ça. Tu vois, par exemple, je vais t'expliquer un truc. Il m'arrive aujourd'hui, je pense que c'est lié à une forme d'éveil que j'ai peut-être commencé malgré moi, parce que j'ai commencé il y a quand même quelques années maintenant le spectacle. Et cette manière d'aborder la foi et la musique, quoi, et de remplir ma mission finalement, parce que j'ai défini ma mission comme rendre les gens heureux par la musique et pouvoir en vivre à peu près avec le confort pour pouvoir continuer. Tu sais, je croise énormément de gens dans ma vie aujourd'hui de par le média, mais tout autant avec les spectacles de rue, hein, des rencontres plus immédiates, donc moins comment dire, jalonnées, si tu veux, moins guidées par la personnalité. Et ben voilà, je croise une personne, j'ai discuté avec elle 5 minutes, je peux lui dire exactement de quoi elle souffre. Ça, par exemple, toi, là, je te au téléphone, par exemple, est-ce que j'aurais la sensation que tu pourrais être sujet au mot d'estomac, par exemple? Tout à fait. Voilà. Je pense aussi que tu pourrais avoir un problème potentiellement à un des 2 genoux. Hein. Je pense que c'est le droit au niveau du ménisque. Oui, alors. Effectivement, c'est possible. Je l'ai bien eu bloqué à 2 ou 3 reprises dernièrement. Mais bon, c'est pas quelque chose qui est récurrent, donc quelque chose qui est peut-être à surveiller. En tout cas, pour le moment, ça reste à l'état latent.
Dans ce genre de cas, voilà, ça m'arrive tout le temps. Ça peut être des problèmes cervicales, le foie, ça peut être machin. Et bon, si tu veux, je prends ça comme au début, j'y mêlais un peu d'ego. Je disais toi t'as mal là, puis ça, en espérant briller un peu par ce espèce de pouvoir. Finalement, c'est n'importe quoi. L'essentiel, c'est surtout d'apporter une réponse, si tu veux, à la question des gens, pourquoi j'ai ça, qu'est-ce qui va pas dans mon karma, si tu veux, pour que j'ai ça fréquemment, tu vois, quelqu'un qui a de l'asthme et tout. Alors là, moi, j'y ai mêlé personnellement de la médecine chinoise. Bien sûr. Un problème de sinus, qu'est-ce que tu sens pas, voilà, ce genre de choses. Après, c'est des raccourcis, mais finalement, pourquoi chercher compliqué quand ça peut être très simple? Donc, avec ça, si tu veux, je suis pas en train de faire de la pub, je vais pas, j'ai aucune intention de devenir soigneur à temps plein, mais j'ai développé une manière de soigner les gens à distance en m'inspirant beaucoup de l'enseignement de mon maître Roger Marion, justement, qui se spécialise malgré elle, en fait, si tu veux. Là, on me fait appel en ce moment pour des problèmes physiques, donc des problèmes, ça peut être n'importe quoi, mais en l'occurrence, là, cette année, par exemple, depuis 2016, j'ai fait pas mal de soins sur des psoriasis, sur des eczémas, sur des plaques qui apparaissent, et souvent liées à l'émotionnel. Voilà, et en fait, là, je pratique le soin à distance pour des personnes qui font appel à moi pour ça, par le biais de Facebook, de Twitter, des rencontres immédiates, comme ça. C'est vraiment très intéressant. J'ai aussi l'impression là, de remplir ma mission. Alors ça, les gens diront, oui, mais comment tu fais est-ce que tu bosses sur photo? Tu fais comment? Non, en fait, tu rentres dans le corps éthérique de la personne et tu nettoies et tu mets de l'ordre. C'est tout simple. Mais c'est vrai que c'est très surprenant pour quelqu'un qui n'est pas habitué à tout ça. De tout temps, on a toujours tout expérimenté par le toucher. Et là, de se dire que quelqu'un est capable de te soigner à distance ou de te manipuler les énergies à distance, c'est vrai que c'est pas évident à accepter. Mais moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de franchir le cap, mais pourtant, voilà, ça fonctionne, il y a bien des résultats. D'ailleurs, aujourd'hui, je l'interprète un petit peu comme le système des adresses IP en informatique, c'est-à-dire que tu es capable de communiquer avec n'importe quel ordinateur dans le monde à partir de son adresse. Eh bien, pour nous, c'est pareil, on doit avoir une sorte d'adresse IP éthérique ou vibratoire au choix. Hein. Et donc, les personnes qui ont des dons comme toi, vous êtes capable de repérer ces adresses-là et puis de pouvoir vous brancher sur ce canal pour pouvoir faire les soins à distance. Il y a aussi, il faut rajouter à ça, il faut quand même être honnête, il y a aussi une part de vraie volonté de la personne de guérir et les forces d'auto-guérison sur lesquelles que tu vas épauler, parce que finalement tu fais un soin à la personne, mais un médecin aussi il soigne la personne, mais il faut surtout expliquer au corps ce qu'il a à faire et pourquoi il a ça. C'est-à-dire qu'un médecin qui te guérit de ta maladie sans t'expliquer pourquoi tu l'as développée, quelque part, ça ne fait pas avancer le schmilblick, quoi. Oui, mais malgré tout, tu peux quand même soigner sans le consentement conscient de la personne. Ça, c'est possible aussi. J'avoue que ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui étaient totalement retors, parce que trop cartésiens, ou qui pensent ne pas, parce qu'il y a des personnes aussi qui ne, quelque part, c'est aussi dans leur karma, de dire non, mais je suis malade, voilà, qui s'autoconditionnent, qui ont créé un tissu social autour de cette maladie, qui finalement n'existe que par cette maladie, parce qui sont assez âgés, donc pour revenir en arrière, c'est compliqué, qui ont pris l'habitude. Il y a ceux aussi qui ont l'impression de ne pas mériter de guérir. Il y a ceux qui veulent bien guérir, mais qui pensent qu'ils n'en sont pas capables. Mmh. Et puis, de la même manière, les témoins de ces manifestations vont dire oui, mais ça c'est explicable parce que ceci, parce que cela. Il y a toujours quelqu'un qui pourra démontrer le truc. C'est pas l'important, c'est le pouvoir de l'intention et l'amour dans ce qu'on fait. Voilà, ça c'est. Mais j'en profite pour mettre en garde les auditeurs alors il y a sur Terre des personnes éveillées. Il y a sur Terre des personnes cartésiennes qui développent aussi cet éveil avec le temps. Et il y a aussi des gens qui s'ennuient et qui, ne sachant trop que faire, vont dire tiens, je vais faire un voyage au Guatemala et je vais revenir et je serai chaman. Alors ils partent au Guatemala, ils reviennent, ils disent qu'ils sont chamans. Et finalement, c'est des gens qui tweetent énormément de choses sur le soin, qui permettent de donner des conseils sur les pierres sans les connaître. Et puis, il faut faire attention, faut être prudent parce qu'il y a souvent beaucoup d'ego derrière. Et puis, la plupart du temps, ça fonctionne pas trop, quoi. Voilà. Faut quand même le dire, quoi. Faut être honnête. Non, mais tu as tout à fait raison.
C'est comme là, on est en train de travailler sur l'invisible. Bon, il y a des personnes comme toi, comme d'autres que j'ai reçus, par exemple Kéver Fabian, qui ont de véritables dons, de véritables capacités, et qui est capable vraiment d'avoir des résultats sur les personnes. Puis après, tu vas avoir les charlatans qui vont user et abuser de la fragilité des personnes, parce que dès qu'on parle de maladie, dès qu'on touche à la maladie, bien forcément derrière il y a des notions d'espoir, et qui dit espoir dit qu'on est beaucoup plus sensible aux belles paroles, aux bonimenteurs, et capable de tomber dans le panneau de ce genre de personnes. D'autant que si par un coup de chance ça fonctionnait, parce que la personne, par exemple le patient, a si tu veux cette capacité d'auto-guérison, ou que le soigneur amène suffisamment de matériel pour être crédible, quoi, tu vois, des genres d'incantations, des états seconds, tu vois, ce genre de choses, le patient peut potentiellement guérir par autosuggestion. Mais le problème, c'est que du coup, le soigneur va acquérir une espèce de notoriété, d'une noblesse immédiate très haute, pour finalement un soin qui est basé sur le mensonge et l'ego. Hein. Bon, c'est pour ça que j'appelle à la prudence là-dessus. J'en connais certains, tu sais, c'est des gens qui vont m'aborder en me disant toi, tu sais, si tu veux, je peux te. Je dis écoute, d'abord, tu vas m'enlever toutes ces vilaines entités que tu as sur toi, et puis tu vas me soigner le terrain, et puis ensuite, tu iras parler à ta tante parce que quand tu voilà, tu as des choses à régler avec elle, et ensuite, tu viendras me faire un soin si tu as envie. Ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un veuille me soigner en Reiki et que je me retourne en disant mais écoute, c'est pas possible, quoi, tu m'envoies des trucs dégueux. Par contre, moi, si tu veux, je te fais un soin. Voilà. Ça se passe comme ça. C'est rigolo, c'est rigolo. Ah ouais, mais c'est tout à fait ça. Tes paroles sont imprégnées de sagesse, Luc. Voilà. Alors écoute, je voulais passer au sujet suivant. Ça concerne les vies antérieures. Donc est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion d'étudier, de rechercher tes vies antérieures, Luc? Alors, j'ai pas eu besoin de faire énormément de recherches, si tu veux. Je suis relativement conscient, si tu veux, de certaines choses qui peuvent m'arriver. Hein, je pense à des états de flash, d'éveil immédiat ou d'interprétation de choses. Mais là, je peux le dire maintenant. Tu vois, ma manière de chanter, très féminine, comme ça, très monastique, elle vient de quelque part, si tu veux. On peut appeler ça l'inspiration. L'inspiration, c'est quoi? C'est tout simplement des sensations d'éveil qu'on a, ou même, si tu veux, les gens ne sont pas créatifs à la demande, quoi. Soit on l'est pas, soit on est connecté, soit on l'est pas. Et je me rappelle d'un festival de Saint-Chartier, la première année où j'y suis allé, il y avait là une jeune femme qui avait un enfant dans les bras qui m'a regardé, qui m'a dit et moi j'étais pas du tout en tenue, et accessoirement j'avais jamais chanté là-bas. Qui me dit bonjour, est-ce que je vais te dire, voilà, quand je te vois marcher comme ça, je vois que tu es accompagné. Cette personne s'appelait Joy. Et je dis bon, de quoi? Bien sûr, si tu veux, moi j'étais déjà conscient du fait qu'il allait se passer quelque chose, mais je n'ai pas développé plus que ça. Et oui, tu connais Bingen? J'ai dit comment Bingen? Oui, Hildegard von Bingen, tu connais? Je dis oui, j'ai entendu jouer, je sais, une papesse, un truc comme ça. Oui, oui, oui. Et elle me dit écoute, moi je pense que tu as connu cette femme à l'époque où elle vivait. Et point, ça s'est arrêté à ça. Ce jour-là, j'avais un verrou sur le premier chakra qui était lié à une relation qui se passait pas bien. Elle me l'a enlevé comme ça d'un revers de main. C'était assez agréable, sans me toucher évidemment. Et finalement, j'ai regardé un peu. J'ai écouté effectivement les musiques de Hildegard von Bingen. J'ai lu ses écrits. Je me suis totalement connecté à elle. Et puis, j'ai regardé des photos de Bingen et je me suis dit, mais en fait, je connais cet endroit. Notamment le monastère. J'avais l'impression vraiment de connaître l'endroit, où trouver quoi et tout. Donc, voilà. Et puis, donc j'ai effectivement effectué un travail sur moi d'introspection et de rétrospection. Et voilà, j'ai eu la chance, si tu veux, de découvrir quelle était cette âme qui m'accompagnait. Alors, je pensais que c'était une âme qui m'accompagnait au même titre qu'une entité, mais bienveillante. Et puis finalement, j'ai compris que si ça se trouve, c'était mon âme, sous une autre forme. Et donc, effectivement, je crois que j'ai pu être dans une vie passée, peut-être même la vie juste avant. Je pense que j'aurais pu être une sœur du monastère de Hildegard, qui avait en plus cette capacité à chanter. C'est des sœurs contemplatives qui chantaient beaucoup de psaumes, et notamment les psaumes de Hildegard von Bingen. Et c'est vrai que je m'endors exclusivement en écoutant Hildegard von Bingen.
D'accord. Donc je m'endors, si tu veux, avec un son que j'écoute sur YouTube, très lointain, et je me mets dans mon lit comme un moine. Je me mettrais dans son lit en écoutant d'autres frères chanter des vêpres. Et ça, c'est très intéressant parce que j'ai été caressé pendant longtemps par la ligne monastique. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est drôle tout ça. Mais tu devrais peut-être, je sais pas si tu les connais, essayer de travailler avec des personnes comme Claire Thomas ou Pascal Lafargue qui travaillent sur les vies antérieures et qui pourraient t'aider à corroborer ce que tu sais déjà sur tes vies et puis même à aller plus loin. Par exemple, dans une de mes émissions, Claire a vu en moi une de mes vies antérieures, comme quoi j'étais un troubadour à l'époque médiévale, chose qui avait été d'ailleurs croisée avec une autre médium. Donc voilà, tu vois, c'est possible. Oui. Alors c'est très intéressant, effectivement. Tu sais, il m'est arrivé une aventure très intéressante, encore une fois. Bon, les gens avec qui je discute, ils me disent non, mais t'as 90 ans, quoi, tout ce que t'as vécu. Je dis, en fait, je vis très intensément puisque je vis vraiment ma passion et donc je suis très attentif à tout ce qui se passe autour de moi. Tu vois, je me contente pas d'aller au bureau, d'en sortir à 17h. Tu vois, moi, j'ai une vie qui est très intense de base. Et en fait, je prends les autostoppeurs. Donc, j'ai pris un jour un autostoppeur à Lyon, un petit jeune homme qui m'a parlé d'un monsieur dont j'ai malheureusement oublié le nom, mais qui est dans le coin de Lyon, vers Crémieux, quelque chose comme ça. Et qui ont parlé justement, instantanément, on a commencé à parler de rémanence, d'entité, de vie antérieure. C'était passionnant. Ce jeune homme est musicien dans un groupe qui s'appelle les Beautiful Dandy ou quelque chose comme ça. Il m'a donné le numéro de cette personne et j'ai discuté avec cette personne et en fait ce monsieur, son métier, si tu veux, c'est de mettre le patient en état d'introspection et d'hypnose et de dénouer, attention, tiens-toi bien, de dénouer les contrats qui auraient été signés dans les vies antérieures. Mmh. Ça peut être un contrat avec une autorité, ça peut être un contrat monastique, un vœu de chasteté, de pauvreté, ça peut être un contrat avec la justice, comme Jeanne d'Arc l'aurait fait à Rouen. Hein, voilà. Et ces contrats qu'on aurait signés dans une vie antérieure peuvent avoir un impact sur notre vie aujourd'hui, puisqu'on est encore sous contrat en fait. Tu vois, sous une autre forme. Il y a un engagement karmique. Des gens vont appeler ça une dette karmique, mais c'est encore au-delà, puisque la dette karmique, c'est quelque chose qui est tellement antécédent à des simples contrats. Mais les contrats sont plus marquants dans la vie quotidienne. Mettons que moi, en tant que moine, j'ai fait vœu de pauvreté dans une vie antérieure, ce qui est tout à fait possible. Aujourd'hui, je vais avoir plus de difficultés financières, par exemple. D'accord. Tu vois, il se peut aussi, pour parler des vies antérieures, il m'arrive de faire des soins à des gens. J'ai un problème à ma jambe, j'ai un eczéma sur ma jambe droite depuis que je suis enfant. Très bien. Et puis quand tu regardes un peu plus loin, tu vas pousser un peu sur l'arbre généalogique, tu te rends compte que le grand-père est mort en 45, il a marché sur une mine et c'est cette jambe qui a disparu. Tu vois. Ça arrive quand même vachement fréquemment. Ouais, tout à fait. Et ça, ce sont les vies antérieures liées à la généalogie. J'ai d'ailleurs une bonne amie à moi, Christelle Hachette, que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps sur une rencontre hors du commun et le féminin sacré. Elle est spécialisée justement dans les contrats liés à ces fameuses vies antérieures. Voilà, c'est lié à ses ancêtres, à son arbre généalogique. C'est vraiment très très passionnant. Alors, tout à l'heure, tu me disais que tu avais 1/8 de sang de Zigane qui coulait dans tes veines. Est-ce que tu connais alors cette légende qui dirait que les Tziganes seraient les descendants du peuple atlante? Oui, ouais, c'est des bruits qui courent. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tu sais, quand il y a des espèces de curiosité dans le monde, hein, tu sais, je veux dire, tu vois, les Basques, que je salue au passage, tiens. L'origine du peuple basque, complètement incroyable. Les Scythes ou les Pelovskiens. Hein. En fait, on peut pas remonter tout, et je trouve ça bien, moi. J'aime bien ce côté mystérieux de ce que les gens appellent très mochement les races aujourd'hui, tu vois. Mmh. En fait, pour moi, c'est assez dingue.
Tu vois, il y a un truc, je pense que le côté instinctif et intuitif vient surtout du fait que si ça vient du Santigam, par exemple, c'est vrai que les manouches ont une tendance à rencontrer beaucoup de monde et à voyager énormément. Donc par conséquent, ils sont plus expérimentés sur beaucoup de choses. Bien sûr. Et notamment assez proches de l'instinct aussi, l'instinct animal. Tiens, j'ai une petite anecdote à te raconter qui avait mis mon manager en état de curiosité. La fête médiévale de Montluçon, il y a à peu près 7-8 ans. Donc je déambule dans la foule avec mon Dagobert, c'est mon siège, là, ma petite cathèdre que j'ai toujours avec moi, mon coffre avec les CD dedans, puis mon bouzouki sur le dos, les grelots aux pieds. Et je fendais de la foule pour me rendre ou pour revenir de la scène, qui était séparée de la loge. Et puis, dans la foule, une foule très dense, j'ai senti un appel sur ma gauche. J'ai posé mon matériel, j'ai donné mon bouzouki à mon manager, je lui ai dit « Tiens, il y a une urgence ». Et j'ai simplement fendu la foule et je suis allé au pied d'une barrière. Là, il y avait une dame qui faisait un malaise vagal depuis près de 10 minutes, qui était en hyperthermie et en déshydratation. Et voilà. Et ben, je me suis occupé d'elle, je l'ai mise en PLS, je lui ai donné de l'eau. On a appelé les pompiers. Sa fille a débarqué en disant qu'est-ce qui se passe. Et puis, mais les gens passaient à côté d'elle sans la voir. Moi, j'étais à peu près une trentaine de mètres et j'ai entendu son appel. Et j'avoue que ce jour-là, les gens qui m'entouraient, très proches, se sont dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et même expérience à Strasbourg, tu vois, c'est pour ça que faut toujours être très attentif. Je me couche chez moi à Strasbourg, c'était en 1999. Je dormais dans un immense appartement à peu près vide parce qu'on était en plein déménagement et je m'agitais, quoi. C'est naturel, assez facile au sommeil, quoi. Je m'agitais, je tournais en rond, tu sais, je retournais le coussin comme tout le monde le fait quand le coussin est trop chaud. Puis je me suis dit, putain, c'est pas vrai, quoi, 4 heures du matin, bordel, il faut peut-être que je dorme, quoi. Bon. Je me suis dit, bon, allez, stop. J'ai sorti mon paquet de clopes, j'ai mis mon pantalon, j'ai mis mes ranjos, je me suis habillé et je suis sorti, en fait. Et je suis allé me balader au Petit Bonheur la Chance dans les rues de Strasbourg. Je me suis retrouvé à un moment rue de la Madeleine, petite rue, toute paumée, dans la rue de Péno. Et c'est un endroit où je vais jamais, qui était assez loin de chez moi. Et là, j'ai vu un type couché dans la rue, si tu veux, les lunettes à 10 mètres, la tête en sang, et vraiment la posture du type qui est tombé du ciel, quoi, tu vois. Et j'ai pris son pouls, j'ai ramassé ses lunettes, j'ai essayé de le ranimer, je l'ai mis en PLS, j'ai appelé les pompiers sont venus, je leur ai dit, bon, il a tant de pouls, apparemment il a perdu du sang, voilà ses lunettes, ses papiers d'identité sont là, la carte vitale est là. Ils m'ont regardé avec les yeux tout ronds, ils ont dit, merci monsieur, ils ont tout noté. Ils l'ont mis dans le camion, ils sont partis avec la sirène, ils l'ont amené à l'hôpital. J'ai jamais revu ce type, je sais même pas qui c'est, mais je suis rentré chez moi et j'ai dormi. D'accord, ouais, c'est énorme. Quelque part, j'ai la sensation d'avoir répondu à un appel. Mais ça, c'est des choses bien avant la volonté de s'éveiller. Il y a des événements marquants comme ça. Alors, par contre, j'ai noté un petit détail dans ce que tu viens de dire, au sujet de ton paquet de clopes. Et puis c'est vrai que maintenant je m'en souviens, à la fin du concert, je me rappelle t'avoir vu fumer une clope. Alors, bon, c'est pas une critique ce que je vais te dire, mais puis en plus je pense que tu es au courant. Certes, la clope pollue le corps, les poumons, mais ça pollue aussi l'éther. Donc pour les personnes qui ont des dons comme les tiens, bien en fait ça va les limiter, et le fait d'arrêter la clope, ça permettrait de décupler justement leur potentiel. Bon, peut-être que tu es déjà au courant. Alors, complètement. Ah oui, non mais tu as bien raison, évidemment, puis c'est très intéressant pour les auditeurs. Le vrai problème, alors tout à fait d'accord avec toi surtout, c'est vrai que quand j'arrête de fumer immédiatement, je me sens totalement éveillé, je retrouve une forme olympique et une forme d'éveil qui se ressent d'ailleurs dans ma voix, non pas parce que la voix est meilleure, bien que la voix s'améliore, mais tout simplement parce que les énergies sont beaucoup plus pures. Et le corps éthérique, c'est vrai qu'il ramasse au niveau de la nicotine, le fait de fumer. C'est une horreur pour le corps éthérique. D'autant que tu associes ça aussi, les gens sont conscients que c'est toxique et cancérigène et mortel. Donc par conséquent, quand ils fument quelque part, ils s'abandonnent à un plaisir qui les détruit et ils le savent. Donc il y a l'estime de soi en prend un sacré coup dans la cloche. Et tout ça cumulé fait en sorte qu'effectivement, on vit avec des gens qui sont en survie plutôt que d'être en vie. Et le vrai problème me concernant avec le tabac, c'est que parfois certains états d'éveil étaient tellement forts qu'il m'est arrivé de fumer pour m'anesthésier, pour ne pas avoir ces états d'éveil, parce que c'était beaucoup trop prenant dans ma vie. Ah ouais, c'est fou ça. Tu vois ? Ouais. C'est une horreur. Et l'autre problème du tabac, c'est que c'est totalement addictif, et que moi, comme tous les êtres humains, une fois, voilà, c'est très dur de décrocher, surtout que je suis un mec
qui aime bien manger, qui aime bien chanter. Et en fait, voilà, il y a ce côté tabac qui m'accompagne. Puis c'est une horreur. Il faut, faut vraiment arrêter cette merde. Hein, voilà, surtout passer la quarantaine, bon bah on commence à. J'ai perdu pas mal de potes du côté des cancers du poumon qui sont décédés. Donc c'est horrible. Mais on a les moyens techniques d'arrêter. Et c'est vrai que je suis surpris, je l'admets, je suis très surpris de ne pas avoir plus de volonté que ça concernant le tabac. Je m'étonne, parce que je soigne les gens, parce que je fais preuve d'un instinct de survie vachement important, parce que ma voix le réclame, parce que mon estime de moi le réclame, parce que je me sens plus beau, plus fort, plus présent quand je fume pas, mais bizarrement, je fume. Voilà. C'est très étonnant. Ouais, comme quoi, il y a bien un paquet de merde dans ces clubs qui rendent les gens addicts. Ouais, c'est exactement ça. Ok, alors moi je voulais revenir aussi sur ton côté médiéviste. Cette passion de l'époque médiévale, tu l'as depuis quand? Alors je sais que tu avais dit lors d'une interview que l'époque médiévale d'ailleurs, ça a duré plus de 1000 ans, l'époque moderne, elle a tout juste un siècle, donc c'est pas choquant au final d'être passionné par l'époque du Moyen-Âge. Oui, ça c'est la base logique, quoi, si tu veux. Hein, c'est la base logique. Puis, c'est un calcul mathématique assez rapide. Hein. Tu es d'accord avec moi? Ah mais oui, complètement. C'est pas moi qui vais te contredire sur le sujet. Ouais. Non, je crois qu'il y a aussi quelque chose, si tu veux, de très attirant, de par ce dont je te parlais tout à l'heure par rapport à cette forme de réincarnation possible. Mhm. Hein. Ensuite, il y a aussi peut-être un refus du modernisme, parce que je trouve ça vraiment d'un emmerdant. C'est une manière de se réfugier dans quelque chose pas de féerique, parce que bien que le conte de fées existait déjà, mais euh, dans un passé rassurant, hein, sans être passéiste. Mais il y a cette notion, si tu veux, d'humanité, quoi. Ce qu'on recherche aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui va cultiver son potager, essayer d'être vivant en autarcie, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se rapprocher de quelque part de ce qu'on sait à l'époque médiévale. Hein, de réduire au maximum, si tu veux, la distance parcourue, être en adéquation avec avec le fruit qu'on plante, qu'on cueille, tu vois, aller faire son marché, acheter des fromages frais, bah oui, il y a quand même de grandes chances que ce fromage ressemble à celui qui était mangé au 13e, parce qu'il n'est pas travaillé, pas traité. Donc quelque part, il y a cette forme de respect de la nature inhérent à l'époque médiévale. Puis imagine à l'époque médiévale, putain, mais il y avait pas de camions pollution, il n'y avait pas de téléphone, pas d'avion dans le ciel. T'imagines comme l'air devait être propre, mon Dieu. Ouais. Non, mais on a presque du mal à le visualiser. D'ailleurs, je regrette que dans les visiteurs, ils aient pas. Il y a un moment, il y a Jacouille qui dit ah, ça pue, parce que oui, l'air est pollué par rapport à l'air qu'il respirait 5 minutes avant dans l'époque médiévale. Mais voilà, il y a cette. Quand tu penses qu'il y avait un roi qui régnait, que ce soit Charles VII ou Louis XI ou son fond, personne ne l'avait jamais vu à part les gens de la cour ou tu vois, les gens qui habitaient dans la zone géographique. On le voyait sur une pièce de monnaie. On savait qu'il existait, mais on n'avait jamais vu. On ne pouvait pas dire quelle tête à claque. Il y avait moins de jugement. Par contre, on avait énormément de superstitions, on avait énormément de foi, il y avait un labeur, il y avait une espérance de vie ridiculement courte. Alors, est-ce que c'est de la superstition ou est-ce que c'est tout simplement une forme de sagesse qu'avaient les gens à l'époque et qu'on appellerait nous aujourd'hui de la mythologie? Force est de constater que les gens, ils étaient dans une forme de superstition, mais si tu regardes aujourd'hui encore, tu isoles quelqu'un sur une île déserte, il va développer naturellement les mêmes superstitions, quoi. Hein, c'est ça qui est incroyable. C'est quelque part, ça fait partie de l'instinct animal. C'est ce qui a poussé l'Homo erectus à ramasser un caillou qui avait une forme morphologique et de la garder sur lui pendant quelques temps, tu vois. Hein, tu vois ce que je veux dire? Cette notion de reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Mhm. D'ailleurs, si aujourd'hui on a la foi, c'est qu'on a développé une intelligence secondaire par rapport au simple fait des choses pratiques. Il y a autre chose qui nous attire. Et c'est le cas, c'est le cas dès l'apparition de l'Homo erectus, quoi. Ça, il y a quand la Lune explique à un Homo erectus pourquoi la Lune est dans le ciel, un coup elle est grande, un coup elle est petite, quoi. Tu vois, pourquoi il y a les orages.
Forcément, on peut pas expliquer ça matériellement et physiquement, donc on trouve une explication dans le surnaturel. Ouais, tout à fait. Il n'en est pas moins vrai que le rêve, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on est dans un monde moderne, on a les métros, on a les publicités sur écran géant, on a le Coca-Cola, ça ne nous empêche pas de rêver, nos rêves sont souvent assez purs, en fait. Non, mais c'est clair, oui. Mais pour revenir à ce monde médiéval, quand on regarde une série que tu connais très bien d'ailleurs, comme Game of Thrones, quand on voit le succès planétaire qu'elle a, c'est que voilà, c'est une époque qui parle vraiment aux gens, même si c'est ultra violent. Voilà, ça, malgré tout, c'est une époque qui fait rêver. Alors effectivement, c'est violent. On a la lèpre, on a la peste, on a les famines, on a l'Inquisition qui a quand même fait pas mal de dégâts. On a les croisades. Et moi, je me considère comme chrétien, hein, donc attention, il faut bien mesurer ce que je dis. On a voilà, tous les fléaux d'époque médiévale. C'est absolument terrible. Mais si tu regardes aujourd'hui, les gens qui aiment l'époque médiévale, la plupart du temps, ils mettent quand même leur petit mouchoir sur tout ce que je viens de citer. Hein. Je compte pas le nombre de blogs de telle personne qui a plus de 60 ans et qui tout à coup se découvre une passion pour le Moyen-Âge. Alors, sur son blog, il va y avoir des dragons violets, pailletés. Voilà, ça fait partie de ça. Mais le même appétit pour les œuvres de Tolkien, le même appétit pour les séries historiques comme Borgia, Viking. Voilà, et puis regarde les fêtes médiévales. Regarde le succès du Puy du Fou. Hein, on ne parle pas que du Moyen-Âge, là, on parle d'histoire. L'histoire est juste fabuleuse parce qu'elle nous permet de mieux nous comprendre. Bon, ça nous permet de nous comprendre aujourd'hui, comprendre nos réactions, comprendre aussi l'hyperbole du modernisme. Si on se réintéresse à nos bases écrites, parce que tu vois, on peut pas. La préhistoire, c'est tout aussi fascinant. L'époque mérovingienne, la Plaine, c'est tout aussi fascinant. Mais au Moyen Âge, on a la forme écrite. Donc on a des témoignages, donc on a des gravures, donc on a des dessins, on a des peintures dans les églises, on a l'architecture médiévale dans les châteaux, dans les cathédrales. Donc ça c'est des témoignages. Et c'est vrai que c'est quelque chose de totalement fascinant. Et en s'intéressant à ça, la plupart du temps, on se rend compte que finalement, on arrive mieux à aborder le quotidien. Et c'est vrai qu'il y a des gens que je connais, notamment sur les fêtes médiévales, sur les artisans ou des visiteurs, qui, s'ils n'ont pas ce refuge psychologique, vont se retrouver un peu perdus dans le monde d'aujourd'hui. C'est une sorte de béquille, en fait, si tu veux, de s'intéresser à nos racines. Oui, c'est pas faux, ouais, effectivement. Alors, est-ce que c'est à travers ce genre de sentiment que tu as développé, que tu as découvert des chanteurs médiévistes aussi, tels que Castellémis, hein, qui sévissaient dans les années 80, et que d'ailleurs j'affectionne particulièrement? Alors, il y a deux choses qui sont indépendantes l'une de l'autre. La passion du Moyen-Âge, moi, ça m'est aussi venu parce que j'aime répéter ça, j'avais des profs d'histoire que je trouvais intéressants, qui étaient eux-mêmes passionnés, du coup, qui arrivaient à le transmettre. Moi, à La Rochelle, en CE1, CE2, on allait faire des fouilles archéologiques, quoi. Sur les sites d'archéologie, on visitait des musées. Ouais, c'est génial, ça. C'était une belle ouverture. Après, dans le scoutisme, j'ai joué des rôles dans l'épisode 7, c'était toujours lié au Moyen-Âge. J'ai fait du son et lumière, je jouais un moine à l'époque médiévale. Et tu vois, ça me poursuit. Hein. Ça me poursuit définitivement depuis que je suis enfant. Et la découverte de Castellémis, en fait, non, c'est tout simplement parce que mon frangin, mon grand frère Marc, était un peu baba cool, si tu veux, dans la vallée de Munster, dans les années fin 80, quoi. Et c'était très bien comme ça. Et il écoutait effectivement Malicorne, Ange, Castellémis. Et parce que c'est simplement parce que c'est beau. Hein, c'est des belles musiques qui sont pures, il n'y a pas beaucoup d'ego derrière, tu vois, c'est de la poésie en fait. Mais c'est ça, c'est de la poésie. Ange, c'est de la poésie. Castel, c'est de la poésie. Malicorne, c'est de la poésie chantée. Et effectivement, dans les trois cas, que ce soit Malicorne, Ange ou Castellémis, on retrouve cette notion de Moyen-Âge, notamment chez Castellémis dans le morceau Le Moyen-Âge, d'ailleurs. Chez Ange, dans Émile Jacotet, où il parle des superstitions. Voilà. Le nain de Stanislas, sur la trace des fées. Et puis Malicorne, évidemment, alors là, c'est tout le répertoire qui parle de l'époque du Moyen-Âge. Donc, tu vois, c'est encore ça a argumenté, si tu veux, mon envie. Ça a augmenté et argumenté mon envie. Écoute, en 2014, quand on s'était rencontrés pour la première fois, je ne sais pas si tu te souviens, c'était donc à Verneuil-sur-Avre. À la fin du concert, on avait fait un petit bœuf sur Castellémis, tous les deux, et j'avais fait une captation. Ah, c'est vrai? C'était sur quoi? C'est Dame Aiello, quelque chose comme ça? Non, Aiello, t'avais pas pu la chanter en fait. Je galérais sur un accord, il y a un accord tordu là-dedans, je l'ai bien trouvé.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Du coup, on avait fait le Moyen-Âge, les soldats, Coco, je crois, voilà. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est que on passe un ou deux morceaux pour nos téléspectateurs et puis on reprend après. Excellente idée. À la fin de ma journée, que mon travail est terminé, je suis vraiment, je te fais le deuxième, t'es fatigué, j'ai envie de me coucher. J'ouvre alors ma boîte à rêves et j'allume un grand feu qui se colle sur tes lèvres comme des larmes sur des yeux. Feu de couche, feu de couche, tes cheveux. Dans mon lit, et que fait maman tes cheveux? J'ai compris, je suis parti pour une époque de nuit, Moyen-Âge, petit page, des romans de courtoisie. Oh toi mon roi, ma reine de préférence, toi qui danses en signe d'allégeance, toi ma reine au royaume de France. Je suis parti. C'est l'histoire d'un copain qui s'appelait Coco, musicien mais pas trop, plutôt guerriero. Guerriero de la voix, guerriero des fois, qui nous prenait par la main pour chanter ses refrains. Il nous était venu d'un pays lointain, dont on n'en savait pas plus, sauf qu'il était là-bas. Il avait quitté un beau jour son pays, il était parti pour un général en folie. Et c'était Coco ci, et c'était Coco ça, et c'était Coco genou de la samba. Et Coco il jouait, Coco il chantait, et il nous prenait, il nous emmenait. C'était Coco ci, et c'était Coco ça, et c'était Coco genou de la bossa. Et Coco il jouait, Coco il chantait, et jamais tout à fait ne nous ramenait. Le matin il allait au de ses roseaux pour cacher son sommeil un peu comme un coucou. Je courais comme un fou, je dessinais partout pour apprendre à jouer les chansons d'un casio. Il parle de bambou, des bois parfumés, des cours de Fernambou, pour couper les archers, qui font vibrer les cœurs, qui font danser les corps, rien qu'au son de sa voix, pour changer le décor. Et c'était Coco ci, et c'était Coco ça, et c'était Coco genou de la samba. Et que quand il jouait, il chantait, et il nous prenait, il nous emmenait. C'était Coco ci, et c'était Coco ça, et c'était Coco genou de la bossa. Et que quand il jouait, il chantait, et jamais de sa veine ne nous ramenait. Non, pas encore. Il chantait dans le vent des millions d'accents, parfumé d'odeur comme un peu de piment. Il avait le sourire
Combien qui a vu les étoiles mourir et qui n'oubliera plus. Il faisait des merveilles en prenant sa guitare. Il en sortait du soleil quand il se faisait tard. Il est passé le froid, il est passé la nuit avec plus que sa voix. Chantant étrange mélodie. Et c'était comme ci, et c'était comme ça. Et c'était comme le genou de la samba. Et qu'il jouait, qu'il chantait. Et il nous prenait, il nous emmenait. Et c'était comme ci, et c'était comme ça. Et c'était comme le genou de la bossa. Et qu'il jouait, qu'il chantait. Et avec la peine nous ramenait. Il rêve un jour d'être comme Coco, musicien à la cour du vent et des oiseaux. Et lorsqu'il est parti, j'ai tellement regardé qu'un petit peu de sa vie, je crois que j'ai rêvé. J'ai les mêmes bateaux Coco, la même guitare que Coco, je chante la ritournelle, partout on m'appelle. Et ne me demandez pas s'il est vraiment parti, je pourrais pas. Mais on a perdu la vie. Et c'était comme ci, et c'était comme ça, et c'était comme le genou de la samba. Et que il jouait, que il chantait, et il nous prenait, il nous emmenait. Et comme ci, et c'était comme ça, et c'était comme le genou de la bossa. Et que il jouait, que il chantait, que jamais toute la peine nous ramenait. Donc voilà, c'était Luc Arbogast qui interprétait en live 2 morceaux de Castellémis, le Moyen-Âge, suivi de Coco. Voilà. Et puis bon, comme j'ai honte de rien, et puis que vraiment ça, j'ai envie de vous faire plaisir et de me faire plaisir. Allez, on va s'en écouter un petit dernier. Il s'agit de l'armée. Ben, c'était à une époque où la conscription obligatoire était d'1 an, voilà. Et on chantait ça parce qu'on voulait vraiment pas y aller. Allez, l'armée. Bon, on se fait l'armée, allez. En Italie, mais faire le pont pour le pays. Tu auras un cœur gros comme ça, baisera ta femme une dernière fois, et tu passeras la barrière sans jamais regarder derrière. Derrière les murs de vos cités, le carnaval est permanent, 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 le carnaval est permanent. Les petits cons, tu vas répondre à la question. Oui, 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 et tu fais des oui, 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 dégénérés, oui, 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 et tu drogués, oui, 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 politisés, oui, 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 ah, je vois, on a de la personnalité, un voyou. Parce que vous incorporez, vous immatriculez, vous saquez, vous piquez, vous rasez. Qu'est-ce qui t'est arrivé?
ça te dit plus rien. Toi qui as joué si bien. Viens danser dans les champs de blé. Comme deux enfants retrouvés. Allez viens, laisse tout tomber. Le temps et le temps du thé. Et danse. Voilà, bah écoute, ça a été un très très beau moment de musique et de partage, d'autant plus que c'était complètement improvisé, hein, à l'époque on se connaissait pas, on venait juste de faire connaissance, et du coup voilà, c'était un instant, un des rares instants magiques que j'ai pu avoir dans ma vie, parce que même si je connaissais Cassalémis personnellement, j'avais jamais eu l'occasion de le voir sur scène, et puis voilà, de partager ces morceaux avec toi, ben, ça a été un petit peu comme si je les avais partagés avec Feu Cassalémis par procuration. Voilà. Alors, continuons sur la musique. Donc, on avait aussi discuté sur le fait que tu commençais à enregistrer tes morceaux en 432 Hz. Voilà, est-ce que tu peux développer un petit peu? Alors oui, très simplement, au niveau des ondes et de la musique, voilà, on a accordé nos instruments depuis à peu près 130 ans en La 440, donc le La du téléphone, donc voilà. Et ce La 440, voilà, bon, il nous permet de jouer tous au diapason, quoi. Mais à l'époque de la Renaissance, notamment, et Jordi Savall, notamment sur ses enregistrements le fait très bien, on joue plutôt en 432. Et en fait, le 432, c'est tout simplement une onde, si tu veux, ce 432 Hz est quelque chose de plus naturel d'un point de vue des énergies terrestres et des énergies stellaires. Donc c'est vrai qu'on peut aujourd'hui taper sur YouTube n'importe quoi, tu tapes 432 sur YouTube, et bien tu vas avoir des plages de 2-3 heures de musique, de méditation en 432 Hz. Et c'est vrai que j'aime utiliser cet accordage, puisque tout simplement je me sens beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus vibratoire, si tu veux. Il suffit d'accorder un instrument en 432 pour le même morceau, tu le mets en 432 et l'attention est beaucoup plus portée sur la musicalité. Hein, et je pense que c'est beaucoup plus créateur aussi d'un point de vue des énergies positives. Donc voilà, aujourd'hui je joue en majorité en 440 pour des raisons d'accompagnement musical. Mais voilà, le 432 pour moi c'est vraiment un mode d'accordage qui est assez béni et un petit peu comme le fa dièse peut être une note particulièrement agréable pour la psalmodie. D'accord. Alors, est-ce qu'à ton concert de Verneuil, tu as quand même joué des morceaux en 432 Hz ou c'était juste pas possible pour les raisons d'accordage que tu as évoquées? C'est pas techniquement possible parce que je garde le même instrument tout le long du concert. Tu pouvais pas changer? Non. Si tu veux, c'est une expérience que je trouve très intéressante, mais que je souhaite développer beaucoup plus. Donc par conséquent, je concentre mes énergies sur l'avenir. D'accord, oui, ça pourrait être intéressant d'avoir un jour, en termes d'expérimentation, tout un concert en 432. Exactement. Complètement. Ah oui, effectivement, ça pourrait être sympa et sympa à y participer. Alors, en attendant ce genre de concert en 432 Hz, dans le dernier concert auquel j'ai assisté, je tenais à noter un beau moment de pogo que tu as fait pendant... Oh, ça a bien duré, bien 10 minutes à la Vielle. C'était très très impressionnant et ça bougeait. Le grand coureur, oui. Alors ça, c'est plus le côté tonien, ouais. Il y a un côté un peu on se lâche, là. Et puis c'est rigolo de voir des personnes tu vois, de 55, 60 ans se lever, taper dans les mains. Et ce morceau a ce pouvoir particulier, c'est vrai qu'il envoie du pâté, il envoie du bois. Mais peu importe où on le joue, que ce soit dans la cathédrale d'Orléans, comme à l'Olympia, comme à Verneuil-sur-Avre, comme partout, c'est le morceau qui clôture le spectacle.
Après, je reviens pour un rappel, parce qu'il y a un morceau que les gens apprécient beaucoup, mais voilà, ils ont envie de se défouler, les gens. Ils ont besoin de se faire plaisir. Et le texte, par contre, est épouvantablement triste. Le grand coureur, ouais, c'est pas un morceau qui inspire le bonheur absolu. C'est plutôt assez dramatique d'ailleurs, mais c'est drôle. C'est le chant marin, quoi. Hein. Ouais, non, c'était un très très bon morceau et je me suis extrêmement bien défoulé. Alors d'ailleurs, quand tu es sur scène, toi tu vois les gens qui sont en bas, qui bougent, qui dansent, etc. Ou tu as les lumières dans les yeux et puis finalement tu captes rien? Ça dépend des fois. Comme le grand coureur, c'est un morceau qui demande beaucoup de participation du public. On a notre ingénieur lumière qui sait utiliser les lumières de la salle pour qu'on puisse les voir. Tout est prévu pour. On arrive à les voir. Bon, mais voilà, Luc, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous les sujets que je souhaitais voir avec toi, au moins pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, je voulais faire un petit focus sur tes prochaines dates de concert. Donc, que j'ai mis à jour, hein, parce que comme j'ai réenregistré la bande son à cause de mon problème technique, du coup, je peux vous proposer les dates de concert pour 2017. Donc, le prochain concert, ça sera le vendredi 26 mai à Verneuil-sur-Avre. Donc pour la fête médiévale de Verneuil. Et d'ailleurs, le lendemain, tu seras aux Andelys pour les grandes médiévales des Andelys, avec un spectacle acoustique. Ensuite, le 24 juin, tu seras présent au Festival des Voix de Moissac, dans le 82, pour le Métamorphosis Tour Live. En juillet, pour l'instant la seule date de disponible, c'est le 9 juillet à Hyères, dans le 83. Et en août, la seule date aussi disponible sur ton site, ça se passe à Angers, dans le 49, toujours pour le Métamorphosis Live Tour. Bon, après, tu as des dates qui se rajoutent encore, hein, si tu veux. Oui, tout à fait, il y a des dates qui se rajoutent encore. Alors si on veut suivre ton actualité, donc c'est le site lucarbogast.fr ou ta page Facebook aussi pour être au courant des dernières sorties. Ouais, ou sur Twitter. Hein. Ou sur Twitter, voilà, je ne savais pas que tu avais aussi un compte Twitter. J'ai une page Twitter sur laquelle je suis assez actif, effectivement. Ça, je voulais glisser un mot vite fait aux auditeurs par rapport à certains trucs. Oui, vas-y. Quand tu as une annulation de concert, par exemple, tu vois, on devait faire un concert à Berquin là, il y a 15 jours. Il a été annulé par l'adjoint aux affaires culturelles qui a décidé que c'était annulé finalement. On a mis beaucoup de temps à s'en remettre parce qu'on avait tout prévu pour le départ et tout. Il a annulé 2 jours avant. Là, ça s'est bien passé, mais souvent les gens annulent les concerts et c'est pas de la faute des artistes. Les gens râlent en disant ouais, il annule son concert, il vient pas chez nous, là, Issoire ou à Saint-Etienne. L'artiste, la plupart du temps, n'y peut absolument rien. De même que l'artiste n'y peut rien quand un prix d'entrée à 30 €, à prix unique, que ce soit pour un enfant de 8 ans ou pour un adulte, l'artiste n'a aucun pouvoir de décision là-dessus. Ce sont les boîtes de prod et les affaires culturelles qui décident de ça. Oui, écoute, tu fais bien de le préciser, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant, les spectateurs sont pas forcément au courant. D'ailleurs, en parlant d'annulation, il y a plusieurs dates que tu as annulées, alors maintenant c'est en 2015, parce que tu avais fait une chute de cheval, je crois, un petit peu spectaculaire, et bon, c'était plutôt grave. Ouais, c'était carrément grave en fait. Je me suis bousillé l'épaule, le coude et le poignet. D'accord. Il a fallu un temps de rémission qui était assez long. Je suis tombé de cheval en fait, et bien gamellé, bien gamellé. Et le problème, c'est qu'il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Et que j'ai dû annuler 2 concerts, donc notamment Saint-Etienne et Issoire, dont je parlais tout à l'heure, où je ne pouvais pas physiquement assurer le concert. Mais arrivé à un certain stade de guérison, j'ai pu honorer un contrat qui était celui de l'Olympia. Et il y avait aussi, c'est pas que je trouvais que c'était plus important de faire l'Olympia que de faire des concerts à Saint-Etienne ou à Issoire. D'ailleurs, les gens qui me connaissent savent très bien que pour moi, l'essentiel, c'est de faire plaisir à tout le monde et de rencontrer tout le monde. Donc, si tu veux, il n'y a pas de jugement sur la taille de la salle, il faut faire ci, il faut faire ça. Par contre, d'un point de vue de l'Olympia, au niveau des assurances, quand tu annules un concert à l'Olympia, mais ça te suit toute ta vie. Donc je suis monté sur scène avec des bandes partout, des piqûres dentalgiques et tout. Donc j'ai honoré mon contrat. Les gens vont préférer dire oh mais il a annulé 2 concerts plutôt que de dire putain il a quand même réussi à se battre pour faire son Olympia. Hein, moi je décide de me mettre dans ce sentiment-là. Oui, oui, c'est dommage. C'est vrai que
c'est un état d'esprit, alors certains diront français, moi j'aurais plutôt tendance à dire humain, qui est de ne pas forcément voir les efforts qui sont faits pour maintenir les choses et puis voir les petites bricoles qui font qu'on retient que ça au final. Et oui, c'est très français, c'est très moderne et c'est peut-être humain. Quand je vois sur internet, par exemple, des gens qui disent, tiens, je lisais sur Twitter, on parlait de moi hier, ah, vous avez vu la vidéo de Luc Arbogast? Il y en a une qui dit, ah, Luc Arbogast, ah, moi, j'y arrive, oh, moi, je peux vraiment pas, quelle horreur. Et tu dis, tu vas sur sa page et tu vois qu'elle est fan de Olympe, et tu te dis, mais c'est marrant parce que moi, j'aime pas, il y a des trucs que j'aime pas, qui me touchent pas, mais ça me viendrait pas à l'idée de l'écrire en grand public, tiens, j'aime pas ça. Je trouve que c'est complètement idiot et ça prouve juste la stupidité des gens, en fait. Ok. Alors, Luc, allez, petite question de la fin pour conclure, parce que c'est une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux, et puis quand on regarde tes clips, on trouve ça juste magnifique, de la façon dont tu incarnes les rôles que tu joues dans tes clips. Donc la question c'est pourquoi est-ce que tu ne fais pas de cinéma, Luc Arbogast? Pourquoi est-ce que tu n'es pas dans une série comme Game of Thrones ou comme Viking, où vraiment t'as complètement ta place? Tu sais, moi j'ai fait des années de théâtre d'improvisation, j'ai fait des années de théâtre aussi tout court en tant qu'acteur. J'aime jouer des comédies dramatiques, j'aime jouer des intrigues, j'aime jouer tout, même du fado. Ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que je suis imitateur. Que évidemment, j'ai pas revu, si tu veux, les voix récentes, mais bon, fut un temps, j'imitais Johnny, enfin, je peux encore le faire, des Jonas, des Julien Clerc, des William Scheller, même des Véronique Sanson. Voilà, j'ai passé pas mal de temps à imiter les gens. J'aimerais d'ailleurs un de ces quatre qu'on me lance un défi sur ce point. Voilà, j'ai toutes ces cordes à mon arc, mais tout simplement aujourd'hui, je suis concentré sur ma carrière et les gens comprendraient pas que je fasse double emploi. Après, on ne me propose rien dans le sens du cinéma réel, ce qui est une erreur, parce que je pense que je serais tout à fait dans l'acceptation et je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de gens. Et de même qu'on me propose pas de pièces de théâtre parce que j'en ai pas le temps. Donc, si tu veux, je garde mon jeu d'acteur pour la scène et mes imitations pour les potes proches quand on est autour du feu. Voilà. En gros, c'est ça. Mais si ça arrive aux oreilles tu vois, par exemple, quelqu'un que je trouve excessivement sympathique parce que très éveillé, c'est Alexandre Astier. C'est vrai que je vais pas lui dire, Alexandre, tu me fais une petite place dans Kaamelott pour faire un truc. Ça m'aurait fait plaisir de faire une figuration dans Kaamelott et j'en viens pourquoi il le fait pas. Mais c'est pas parce que Kaamelott est une série médiévale et que moi je fais de la musique d'influence médiévale que nécessairement il faudrait que ça se fasse, quoi, tu vois. Oui, parce que finalement, tu serais capable de faire n'importe quel rôle, n'importe quel type de film. Moi, je te verrais bien dans des rôles un petit peu à contre-emploi, comme dans Ciao Pantin, comme l'avait fait Coluche. Tu sais que il y avait un film qui est excellent qui s'appelle Le défi des bâtisseurs sur la cathédrale de Strasbourg, qui est un ouvrage fabuleux. Et j'aurais dû jouer dedans, si tu veux. Et malheureusement, et moi j'aurais même payé pour le faire, ce truc. Mais malheureusement, ça s'est pas fait pour des questions de timing et d'emploi du temps. C'est dommage. Je devais avoir un rôle dans ce film, un rôle assez important en plus. Ouais, ben écoute, c'est dommage, parce que c'est vrai que on te verrait bien dans un rôle comme ça au cinéma. Bon, en tout cas, moi je croise les doigts pour que ça arrive un jour, pour qu'on puisse te voir sur grand écran. Voilà. Bon, ben en tout cas, Luc, je te remercie de m'avoir consacré plus d'une heure là. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais il y a encore beaucoup de sujets à voir ensemble. Hein. Ben écoute, si tu veux, tu reviens quand tu veux, au rythme que tu veux, pour pouvoir aller plus précisément, plus profondément dans tous ces sujets qui sont à la marge de tout ce qu'on aborde en général, mais qui sont les sujets de prédilection de Miasme TV. Tu sais quoi, moi, ce qui me plairait même, si tu veux, c'est de co-présenter avec toi une émission, avec grand plaisir. Je le note. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, très sympa ça. Ah oui, ça pourrait être sympa, même plus que sympa, ça pourrait être génial. Après, la grosse problématique, c'est de trouver dans ton super emploi du temps un moment pour pouvoir faire ça. Mais sinon, je vais y réfléchir très sérieusement, parce que j'adorerais que nous co-présentions une émission ensemble sur l'univers féerique qui nous entoure, on va dire.
Ok, bon, mais écoute, en tout cas, vraiment, je te remercie d'avoir participé à cet entretien avec moi. Et j'aimerais juste te demander une dernière petite faveur, c'est passer en générique de fin une chanson que tu as chantée donc, au dernier concert de Verneuil-sur-Avre, parce que je pense pas que tu avais prévu initialement de la chanter, mais comme le public t'a souhaité un joyeux anniversaire et l'a réclamé, voilà, tu as voulu faire plaisir à ton public, et c'était le thème de Game of Thrones. Voilà, est-ce que tu m'autorises à le mettre en générique de fin? Pas de souci. Ok, bah écoute, comme ça fera plaisir à tous ceux qui nous suivent, et puis ça fera aussi un petit clin d'œil à ce super concert que tu nous avais donné en 2016, en espérant que celui de cette semaine, la version 2017, sera encore meilleur. Merci Luc, allez, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, nous vous remercions, Antoine et moi, d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. C'était un projet commun et à très bientôt sur scène ou sur les réseaux sociaux. Ou peut-être ailleurs. À bientôt. Ciao ciao tout le monde et puis à très bientôt sur Miasme TV. Bye bye. To the age